What is up, family? We have another Patreon request. We got, I think this is Squeezie again. We have some more Squeezie. Ce cuisinier japonais a infiltré la Corée du Nord. La Corée du Nord, la Corée. I don't know what Corée means. Oh. C'était pas dans la bande-annonce, mais évidemment qu'on va continuer des petites vidéos histoire et des extraits d'horreur par-ci par-là, évidemment. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler d'un maître sushi. Non, on s'en bat pas les couilles, soyez pas pessimistes comme ça. Ce maître sushi il s'appelle Kenji Fujimoto, il a une histoire incroyable et grâce à lui aujourd'hui, on va pouvoir plonger au cœur du pouvoir nord-coréen. D'ailleurs, c'est sûrement le seul mec non nord-coréen à avoir été aussi proche du pouvoir là-bas. Il va assister à des soirées de dingue, faire des courses de jet ski avec le dictateur, faire des allers-retours en avion dans le monde entier juste pour faire des courses. Le tout en échappant aux tentatives d'assassinat et aux accusations d'espionnage. Bref, vous allez voir, sa vie c'est un putain de film et il est devenu sans le vouloir I believe it. l'une des sources les plus précieuses sur la manière dont fonctionne ce régime si secret et sur les travers du dictateur connu qui est Kim Jong-il, le dictateur en place à l'époque. Aujourd'hui c'est son fils que vous connaissez, Kim Jong-un, mais à l'époque c'était de Daron. Bon alors comment ça commence? Comment on est un japonais maître sushi et on finit pote avec un dictateur en Corée du Nord? Eh ben écoutez, mais juste avant que je vous le dise, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Erup. I'm gonna quickly skip that for your sake. 82 avec une petite annonce, une offre d'emploi tout droit venue de Corée du Nord. Sorry. Tout commence en 1982 avec une petite annonce, une offre d'emploi tout droit venue de Corée du Nord qui cherche un maître sushi pour former des cuisiniers là-bas. Cette annonce, elle va tomber entre les mains de Kenji Fujimoto, un maître sushi japonais qui justement galère à arrondir ses fins de mois. Alors il a une femme, il a des enfants, mais il partirait seulement 1 an pour former des cuisiniers là-bas, donc ça devrait le faire, c'est pas une absence non plus de dingue. Il passe donc des entretiens et ça marche, direction Pyongyang, la capitale de la... Ça c'est un téléphone. Ça c'est un téléphone. Oui. Just letting you guys know. Corée du Nord. Il prend juste des couteaux de cuisine, quelques fringues et c'est parti. Alors aujourd'hui avec le recul, on sait qu'il s'embarque dans un truc, c'est risqué. Voilà, là-bas c'est une dictature dangereuse, sauf que lui à l'époque, il en a pas la moindre idée. Il part là-bas très sereinement, comme un Français en 2024 qui partirait au Japon pour bosser 1 an dans une compagnie, tu vois. Pour lui c'est normal. Et arrivé là-bas, écoutez, tout va pour le mieux, il s'habitue vite à la vie sur place, il est très content de former des élèves qui ont faim et qui ont envie d'apprendre, et même si le rythme est intense, c'est 10 heures à taillader du poisson dans tous les sens, bah il s'y plaît bien. Mais un beau jour... il va y en avoir plein des beaux jours, je vous le dis. Il y a un convoi de Mercedes noire qui vient l'attendre en bas de son école et on lui dit de monter dans l'une d'entre elles sans poser de questions. À ce moment-là, Kenji se dit ce que tout le monde se dirait. C'est terminé pour moi, je suis mort. Il comprend que c'est pas normal, que ça présage rien de bon, mais en même temps, il peut rien faire de plus que juste monter dans la voiture et attendre et espérer s'en sortir. It was a Tesla? Tiens, indemne. Et puis 1 heure plus tard, il arrive au pied d'un énorme complexe, un truc qui ressemble vraiment au repère de méchants dans les films. Il y a de quoi accueillir plein de yachts, certains bâtiments sont recouverts de marbre, il y a des sculptures, des peintures, bref, là c'est luxueux. Et donc Kenji il comprend que tout ça n'est pas une arrestation forcée, mais une mission imposée. Kenji va devoir préparer des sushis pour des invités très importants qui vont arriver sous peu en yacht. Et là on parle d'invités très importants, là c'est du lourd, il a pas intérêt à se foirer. À 2h du mat donc, nos très chers invités arrivent, tous en tenue militaire et tous complètement arrachés. Voilà, visiblement ils ont beaucoup bu et Kenji apprend que ça fait maintenant 4 jours qu'ils font la fête non-stop. Alors qu'est-ce que Kenji fout là? Pourquoi il est pas à son école là? Eh ben parce que l'un des mecs en tenue militaire là, c'est un général qui fête son mariage et qu'il avait une soudaine envie de sushi. Voilà, du coup ils sont partis kidnapper le maître sushi le plus proche. C'est aussi simple que ça. Kenji se met donc au boulot, parce que s'il se met pas au boulot c'est... Et il aperçoit un mec qui détonne un peu dans l'eau, un mec en survêt, et qui s'intéresse à lui, qui lui pose des questions. Quel poisson il est en train de cuisiner, et s'il peut le goûter avant les autres. Kenji lui dit ouais bah écoutez c'est du taureau, c'est la partie grasse du thon. Le type goûte et il adore au point où il fait que de dire taureau, mort taureau. Oui, il parle anglais à LV6 là-bas. Bref, Survêtman adore le poisson, il fait une tournée de taureau à ses potes, ils adorent aussi. La soirée se passe bien, tout le monde se régale et Kenji chope même quelques pourboires. À l'aube, on le ramène à l'hôtel et sur le chemin, il croise une employée qui lit son journal. Et là, Kenji, il se met à rire, nerveusement. Parce que sur la couverture du journal, il reconnaît le mec en survêt qui lui a tenu la jambe toute la soirée la veille, et c'est Kim Jong-il. Directement. Alors à l'époque c'est pas encore le boss du pays mais c'est le fils du dictateur en place. Que se serait-il passé si Kim Jong-il n'avait pas aimé le taureau? Kenji arrive à son hôtel, il rentre dans sa chambre et il trouve une enveloppe contenant 500 $ et une invitation à revenir préparer des sushis le lendemain. Le taureau il a vraiment plus savoir, en même temps c'est délicieux. Et c'est donc comme ça que Kenji va peu à peu fricoter avec un turbo dictateur. On se parle d'un gars terrible, hein, accusé d'avoir fait kidnapper des gens à l'étranger, d'avoir commandité des attaques, des assassinats. Mais à ce moment-là, encore une fois, Kenji tout ça il se rend pas trop compte quoi. Lui il vient juste d'accomplir
sa première mission, il sait que ça peut être dangereux de frustrer le mec, mais il se renseigne pas plus que ça quoi, il veut juste faire son taf, il le fait bien et voilà. Mais c'est là où il fait une grosse erreur, parce qu'à cause de ses méconnaissances, il va faire une grosse connerie. Un soir, il prépare des sushis pour une soirée et Kim il va lui balancer une enveloppe remplie de billets. Sauf que l'enveloppe elle atterrit pas dans les mains de Kenji, elle atterrit à ses pieds. On sait pas si Kim Jong-il a fait exprès de l'envoyer à ses pieds, mais c'est vrai que le move ça fait un peu allez ramasse bon chien, t'es ma salope. Sauf que Kenji, ce japonais là, tu lui parles pas comme ça Kenji. Ça l'énerve de fou, c'est un manque de respect considérable, donc il refuse de ramasser l'enveloppe. Sauf que là mon gars, toute la salle se fige. Tu refuses un numéro de téléphone, tu refuses un date, mais tu ne refuses pas une enveloppe que Kim Jong-il a envoyée à tes pieds. Mais la chance de Kenji, c'est que contre toute attente, Kim adore cette audace. Il apprécie de voir Kenji, le maître sushi, lui tenir tête malgré les risques. Et là, chose encore plus improbable, c'est Kim lui-même qui va s'excuser les gars. Et contre toute attente, cet épisode va marquer le début d'une amitié entre les deux hommes. Kim, il invite plus Kenji juste pour cuisiner des sushis, des fois il l'invite juste parce qu'il a envie de discuter avec lui ou de jouer à des jeux de société. Et Kenji, il découvre un gars qui est en fait super curieux à propos du monde extérieur. D'ailleurs, il apprend qu'il a deux grosses passions dans la vie, la bouffe et les films. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre étant donné que le mec laisse sa population mourir de faim et il empêche les gens de découvrir quoi que ce soit qui vienne d'ailleurs que de la Corée du Nord. Bref, vient le moment où Kim lui pose une question existentielle puisqu'il sait que Kenji est un But they all love him. They all love him. boss en cuisine. Dis-moi Kenji, est-ce que c'est vrai que manger du requin ça rend plus puissant? Kenji est stupéfait. Il lui dit bien sûr oui. Et Kim lui confesse qu'il en mange 3 fois par semaine, qu'il trouve pas ça très bon. Et donc il aimerait bien savoir si vraiment ça marche quoi, si ça rend plus puissant au cas où. C'est pour un pote de toute façon qui lui demande ça. Le temps passe et il est temps les amis pour Kenji de filer. Mais oui, je vous rappelle qu'il a une famille au Japon. Et ça fait déjà 1 an qu'ils l'attendent, la mission est terminée. Avant son départ, le dictateur va lui faire un dernier cadeau. Alors qu'est-ce que ça peut être? Un cadeau de dictateur, allez-y, réfléchissez, vous l'avez, et oui! Un bocal de champignons! Un bocal de... Bullshit, really? Bref, toute cette histoire aurait pu s'arrêter là. Une expérience d'1 an, plongée au cœur d'une dictature dangereuse avant de revenir à la vie normale et le raconter jusqu'à la fin de ses jours. Mais non. 5 ans après cette affaire, Kenji reçoit une lettre chez lui, au Japon. Et cette lettre, c'est une invitation officielle de Kim Jong-il, qui lui propose de revenir quelques temps en Corée du Nord pour devenir son maître sushi personnel. Kenji, évidemment, est honoré. Il se dit, putain, il avait vraiment kiffé mon taureau. Et surtout, il se dit que c'est une bonne occasion de renflouer encore les caisses. Retourne donc à Pyongyang pour régaler Kim et tous les grands cadres de la dictature. Ce qui est dingue, c'est qu'il se rend toujours pas compte du fossé qu'il y a entre les buffets qu'il prépare et la situation catastrophique du pays dans lequel il est quoi. Pendant que lui il fait des plats 5 étoiles pour quelques privilégiés, dehors il y a littéralement des gens qui meurent de faim quoi. La Corée du Nord, il y a eu des famines de fous. Après ça l'arrange un peu de fermer les yeux sur les travers de cette dictature. Kim le met méga bien, il gagne presque 10 fois ce qu'il touchait quand il vivait au Japon et il a un appartement de 8 pièces en pleine capitale avec du matos high-tech introuvable dans le pays. Il va même avoir sa propre Mercedes avec une plaque spéciale qui commence par 216, ce qui veut dire que t'es un proche de Kim. Voilà. Oh my god. That means basically you're a god. Rien que ça, dans un pays où juste avoir un vélo c'est limite un signe de richesse. Vous avez compris, Kim il apprécie réellement Kenji. C'est pas juste son cuistot attitré, là ils deviennent vraiment très potes. Ils continuent de se voir régulièrement le soir pour jouer à des jeux, parler de tout et rien, mater des films hollywoodiens ensemble. Et ces petites sessions Netflix là elles vont même se transformer en balade à cheval et en partie de chasse et de pêche privée entre les deux. Kenji fait donc tout le tour du pays de palace en palace là où aucun étranger n'a jamais mis les pieds. Ça y est, il devient officiellement le meilleur pote d'un dictateur et il maîtrise plus rien. Leur amitié a franchi un nouveau cap quand Kim lui ouvre même les portes de sa famille. Ce qui est absolument improbable étant donné que même les plus hauts gradés de l'armée les ont jamais rencontrés. Et il va faire la rencontre d'un gamin qui est complètement inconnu à l'époque, Kim Jong-un. Oui, le dictateur actuel de la Corée du Nord. Et visiblement, à 7 ans, il est déjà prêt pour la relève. Kenji va pas juste le rencontrer, il va même devenir une espèce de nounou pour lui et les autres enfants du dictateur. Les enfants l'apprécient, Kenji les régale en leur offrant des trucs qui ramènent du Japon, comme des casquettes de basketball, de baseball, des films américains. Bref, que des trucs complètement interdits dans le pays pour le commun des mortels en fait. Ah oui, être fils de dictateur, apparemment, c'est plutôt un bon plan, étant donné que Kim Jong-un, à 7 ans, il a déjà une Mercedes. Non mais pas celle pour enfants avec les pédales et tout. Il a une véritable Mercedes avec un siège custom adapté pour qu'il puisse conduire malgré sa petite taille et qu'il puisse faire ses meilleurs drifts autour du palais de papa. Bref, ce genre de scène surréaliste, Kenji l'envoie au quotidien et il est le seul au monde à y avoir accès juste parce qu'il sait très bien cuisiner des sushis. Et qu'il est très sympa. Évidemment. Alors on a capté que être bon en cuisine c'est un atout majeur auprès du dictateur. Le gars est un véritable fanatique de bouffe, à tel point qu'il loupe aucune émission culinaire qui passe à la télé au Japon. Il fait importer les cassettes dès qu'il peut et il les mate toutes. Sauf que cette passion intense pour la bouffe l'a cumulée au fait d'être un dangereux dictateur, ça crée un mix d'exigences qui est ultra haut. Et donc la pression sur les épaules de Kenji, elle est gigantesque. À chaque fois qu'il sert un plat, il joue un peu sa vie le mec. Une fois par exemple, Kim lui fait une remarque sur le goût de la sauce qui est inhabituel. Et en effet dans la sauce, Kenji il avait retiré 10 grammes de sucre.
Le mec l'a senti direct. C'est un cyborg, le mec, c'est devenu une IA de la bouffe. Et attention, quand le type le plus puissant du pays peut te fumer pour tout et n'importe quoi, 10 grammes là, c'est pas rien. Hein. Ça peut faire la diff, hein, entre toi vivant et toi mort. Alors, heureusement, Kenji peut compter sur une équipe de pas moins de 200 personnes qui vérifient que tout va bien dans le moindre détail. Quand je vous dis le moindre détail, c'est que les mecs vont jusqu'à compter les grains de riz et à s'assurer qu'ils soient de la bonne taille et de la bonne couleur. On en est là, hein, sur le degré d'exigence. Et Kim, il veut pas que de la perfection, il veut aussi un peu d'exotisme. Il veut découvrir des choses. Si par exemple il exige de bouffer un steak d'hippopotame, bah faut lui ramener un steak d'hippopotame. Et il y a pas de négociation. Tu peux pas dire ah compliqué ah, ou alors il y a 4 personnes qui disparaissent mystérieusement quoi. C'est d'ailleurs un caprice qu'il a vraiment eu, le steak d'hippopotame, et ils en ont vraiment fait ramener là-bas. Et d'après Kenji, ça a le goût de poulet, voilà, donc n'allez pas manger des hippopotames, c'est d'adorables bestioles, c'est bon. C'est des FDP en vrai, sachez-le. Mais malgré tout, il y a quand même des fois où Kenji il a réussi à poser son veto. Par exemple, un jour, Kim il lui demande de cuisiner un truc à base de serpents et d'araignées. Et là, bah là faut se faire soigner, à un moment ça suffit quoi. Plutôt que de faire tout le répertoire des insectes et des trucs qui se mangent pas trop et qui sait pas cuisiner en plus de ça, Kenji, il lui parle plutôt des bonnes petites spécialités japonaises qu'il doit certainement pas connaître, comme par exemple des paquets de gâteaux de riz qui sont absolument délicieux et qu'il achète au marché à côté de chez lui au Japon. Ce à quoi Kim répond: mon Kenji, tu vas prendre un taxi direction l'aéroport et dans moins de 6 heures, j'ai mon petit paquet de gâteaux de riz. Et prends-moi 2-3 paquets de clopes japonaises de tant qu'à faire. Kenji, qui est déjà maître sushi et babysitter, devient donc livreur FedEx. Oh my god. Voilà. Il cumule beaucoup d'emplois. Et là, Kim il découvre un truc, il se dit mais attends, en fait, pourquoi je m'arrêterais au petit gâteau japonais dont il m'a parlé? Je vais l'envoyer m'acheter des spécialités partout sur la planète. Avec Kenji à portée de main, mon supermarché, c'est le monde entier. Hop là, tu pars à Moscou, tu me ramènes du caviar. Aujourd'hui c'est République tchèque, je veux un pack de bière. Direction le Danemark, tu me ramènes une viande. Les voyages n'arrêtent plus pour Kenji qui passe sa vie à faire des allers-retours en avion pour lui ramener de la bouffe de partout, y compris pour lui ramener du McDo. Voilà, Kim il déteste les États-Unis, mais quand même leur Big Mac, on apprécie. Alors l'autre gros passe-temps favori de Kim, on en a parlé, c'est la fête. Et comme Kenji était énormément convié, soit pour faire la bouffe, soit pour kiffer avec son pote, et ben on a énormément. How'd they get all the other countries' food out? Well, I guess it's importing is where the rule stands, not exporting. Because they're importing all these foods from countries. And they are allowing it. So I guess it's okay then. Okay. D'infos. Déjà pour faire la fête, il a construit une véritable salle de bal avec boule à facettes, karaoké, et si tu danses pas jusqu'au bout de la nuit, il te bute. Ah, ça j'ai inventé. Dès que la nuit tombe, l'alcool coule à flot et Kim il a une descente exceptionnelle et il le sait. Du coup, que fait-il? Très régulièrement, il invite du monde et il fait des concours de shots. Ça veut dire à chaque fois que tu bois un shot cul sec, il te donne 100$. Mais si à la fin de la soirée tu vomis, tu perds toute ta mise. Je dois aussi vous parler de la grande kermesse de l'interdit, qui est pas tenue par un forain mais par le dictateur en personne. Et oui, tout le monde est invité à jouer à une version modifiée du baccarat pour tenter de remporter un gros lot. Vous voulez un caméscope Sony interdit par le régime nord-coréen? Ou encore un siège chauffant japonais pour vos chiottes? Alors que plein de gens crèvent de froideur et meurent de faim? Allez, soyez pas timides, c'est la grande kermesse de Kim. Et lors de ces soirées, Kenji il découvre aussi un truc très glauque qui s'appelle la division de la joie. C'est-à-dire un groupe de femmes choisies par Kim en personne qui sont là pour chanter au karaoké avec lui, danser ou régulièrement se déshabiller sur ses ordres. Voilà, on est sur un bon move de dictateur dégueulasse. Et quand ils sont pas en train de faire un striptease ou de chanter Kim il est génial, fantastique le Kim, et ben ils doivent s'affronter dans des duels de boxe parce que ça aussi ça fait partie des grands kiffs de Kim. Donc les soirées de Kim c'est des militaires en file indienne qui boivent des shots devant leur chef, à côté de meufs qui se battent nues en boxe anglaise. Voilà. Alors rassurez-vous, c'en est trop pour Kenji qui se dit bon, c'est quand même bizarre tout ce qui se passe. Pas du tout. Kim lui demande s'il veut passer les 10 prochaines années avec lui et Kenji répond instantanément oui. Oui, il a toujours sa famille. I'm not gonna lie, I'd probably say yes too. Et au Japon, et d'ailleurs c'est un petit détail qu'il doit régler. Et pour ça, il rentre au Japon le temps d'un petit week-end, il fait le point avec eux, salut chérie, salut les filles, et bien voilà, papa repart en Corée. Pour 10 ans. Sans trop de surprise, sa femme est outrée et demande le divorce sur le champ. Et il est vrai que vouloir passer les 10 prochaines années aux côtés d'un dictateur sanguinaire plutôt qu'aux côtés de ta femme, c'est un bon motif de rupture. En effet, on comprend. Bref, Kenji est de retour à Pyongyang pour 10 années et maintenant c'est chez lui. Mais malgré tout ce qu'ils ont vécu, Kim doit quand même s'assurer que c'est bel et bien un Wow, he left his family. gars loyal. Et à votre avis, comment fait-on un test de loyauté dans une dictature dirigée d'une main de fer ? Avec une course de jet ski. Kim vs Kenji, c'est le main event aujourd'hui. Non les gars, c'est pas une blague, c'est un vrai test de loyauté, sauf que Kenji il comprend pas où est le piège. Est-ce qu'il est censé pulvériser Kim ou est-ce qu'il est censé le laisser gagner? Bah écoutez, foutu pour foutu, Kenji il se dit franchement autant partir sur une victoire, autant la gagner cette putain de course. Et il donne tout ce qu'il a et il démolit Kim. Alors en passant la ligne d'arrivée, il voit tous les officiers qui font vraiment la gueule, dont un qui se rapproche de lui et qui lui murmure à l'oreille adieu Kenji.
Et encore une fois, la surprise générale, Kim va adorer ça, quoi. Il va adorer perdre, là. Il aurait en fait détesté que Kenji fasse exprès de perdre. Mais pour la forme, il lui demande quand même une revanche pour le lendemain. Et le lendemain, Kim il se pointe avec un jet ski 3 fois plus puissant que celui qui passe à Kenji. Et il gagne la course. Pendant ces 10 ans, vous connaissez le refrain, les soirées s'enchaînent. Kenji fait le tour du monde pour ramener de la bouffe et de l'alcool. Mais il va finir par repérer une femme de la division de la joie qui lui plaît beaucoup. Il va demander à Kim la permission de la fréquenter. Et quelques temps plus tard, c'est Kim lui-même qui va les marier tous les deux et qui va entièrement financer la cérémonie. Évidemment, on se doute que c'est une relation saine dans laquelle l'amour est réciproque et dans laquelle il n'y a rien d'autre que de l'amour. En tout cas, Kenji est marié et il aura même des enfants nord-coréens avec cette femme. Lui qui était un étranger complet, il est définitivement de plus en plus chez lui. Et ça, plus toutes les aventures qu'il vit là-bas aux côtés de Kim, ça le rapproche encore plus de lui, voire même un peu trop. Au point où des fois on se demande s'ils sont juste que meilleurs potes. En effet, apparemment Kim il lui demande très souvent de l'embrasser sur la joue. Et ils aiment bien prendre des saunas Oh my goodness. nus ensemble aussi. Après ça, dans la culture japonaise et coréenne, il y a des saunas où les gens sont nus. Mais quand ils sont au sauna tous les deux, Kim il en profite pour lui dire à quel point il a un beau corps bien musclé. Après Kenji, fais-toi plaisir, hein. Juste là t'es en train de franchir un cap avec un dictateur, c'est... Bon, et enfin, la preuve ultime que Kenji est maintenant une personne ultra importante en Corée du Nord. Il apparaît sur des photos officielles auprès de Kim et de tous les hauts gradés. Bref, sa vie va continuer comme ça pendant cette décennie. Il verra Kim affronter le deuil de son père en 1994 et prendre officiellement les rênes du pays. Et après, il le verra surtout faire de la merde pendant son règne. Il y a notamment une famine qui va ravager le pays et tuer 10% de la population, et face à laquelle Kim ne fera rien, il s'en préoccupera pas. Il continuera juste d'envoyer Kenji lui chercher du caviar en Russie et des Big Mac froids. Mais squeeze, cette amitié là, va y avoir un down à un moment, il va se passer un truc pas bien. Oui. En 1996, Kenji voyage au Japon et l'histoire prend un nouveau tournant. Dès son arrivée à l'aéroport, Kenji et son interprète se font interpeller. Ils ont tous les deux un passeport dominicain et ça, la police, elle y croit moyen. Ils ouvrent donc une enquête et ils découvrent qui est réellement Kenji. Et évidemment, ils se rendent compte qu'il pèse énormément. Et comme si ça suffisait pas, ils vont avoir la preuve irréfutable que Kenji est quelqu'un d'extrêmement important là-bas, en découvrant un message que Kim va lui laisser lui-même sur le répondeur de son téléphone à l'hôtel où il loge. Autant dire que si le dictateur du pays te téléphone en direct, ça veut dire que tu pèses. Mais aussi que t'es dans la merde. Parce que oui, maintenant qu'il est entre les mains des Japonais, Kenji risque de tout révéler. Et ça fait de lui une cible gigantesque pour les assassins et le régime nord-coréen. Les flics japonais lui filent donc une fausse identité et ils le planquent loin de tout pour le questionner. Alors c'est un coup dur pour Kim, qui a plus de news d'un de ses meilleurs potes, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait essayé de le joindre à l'hôtel. Et surtout le pauvre, il perd son cuistot de cœur. Il perd son grand maître sushi japonais. Oh là là, j'espère quand même qu'il va s'en remettre. Il prend des Italiens. Italiano, maintenant c'est pizza pasta. Bon, pendant ce temps au Japon, Kenji il est toujours dans... Ce mec, il va juste lui dire « Kenji, on se voit après ton service ». Kenji est terrifié, il se chie dessus, il se dit « ça y est, c'est fini ». Mais par chance, à la tombée de la nuit, sauf que ça, pour lui, c'est le signe de rentrer en Corée du Nord et de voir sa famille. Il court trop de risques à rester ici, maintenant que les Nord-Coréens savent où il est, savent où il bosse, autant qu'il rentre au pays et qu'il explique à Kim ce qui s'est passé. D'autant plus que les Japonais, ils peuvent pas vraiment l'en empêcher. Alors avant de partir, ils lui font quand même promettre une chose, de les contacter via un numéro précis à chaque fois qu'il sort de Corée du Nord. Voilà, juste pour qu'il puisse savoir où il est. On est en 1998 et c'est l'heure des retrouvailles. Kenji retourne à Pyongyang et écoutez, ça se passe plutôt bien. Il explique à Kim qu'il s'est fait arrêter, qu'il a pas révélé quoi que ce soit et qu'il avait qu'une hâte, c'est de rentrer. Et il va aussi apprendre que ce galouche qui était venu le voir à la sortie du restaurant, c'était bel et bien un Nord-Coréen et pas n'importe lequel, puisque c'était un assassin envoyé par le régime. Ils avaient trop peur qu'il collabore avec les Japonais, ils voulaient le buter. Et heureusement pour Kenji, c'est la femme de Kim qui va finalement le convaincre de l'épargner en lui rappelant à quel point ils ont passé des bons moments ensemble et à quel point Kenji c'était un bon gars. Merci madame, il a vraiment eu de la chance le Kenji, je sais même pas s'il méritait ça d'ailleurs. Bon, le retour se passe bien, mais Kim pour autant il est pas sûr qu'il soit vraiment loyal, Kenji. Putain, c'est peut-être un agent double. Alors il va encore une fois le tester. Et cette fois ça va pas être une course de jet ski toute claquée là, ça va être un truc bien plus fourbe. Il décide de l'envoyer en Chine pour une mission un peu nulle, ramener des boîtes de conserve. Parce que oui, le caviar et le cognac c'est sympa, mais un bon petit cassoulet mitonné un dimanche pluvieux c'est un bonheur. Sauf qu'évidemment il y a un piège. L'interprète qui l'accompagne en Chine va l'autoriser à passer un coup de fil. Et ça c'était jamais arrivé avant. Normalement juste il fait son trajet, aller-retour, il donne aucune news à personne pendant le trajet et basta. Kenji il va donc saisir cette opportunité de coup de fil pour appeler les autorités japonaises. Il leur avait promis, il veut aller au bout de sa promesse et il se fait griller comme un nulard. Bah oui, vous en doutez, la ligne est totalement sur écoute. Donc à Pyongyang, en temps réel, on découvre que Kenji parle aux autorités japonaises et qui commet donc un acte d'espionnage, même si pour lui c'est juste aller au bout de sa promesse, ça veut rien dire. This ain't gonna end well.
dire. Là, je vous explique, pour Not gonna n'importe quel Nord-Coréen, c'est générique de fin, terminé, ciao, Oh, oui, basta. Mais pour oui. Kenji, l'homme qui a une chatte gigantesque, on se contente de le mettre en résidence surveillée. Et on le force à écrire en boucle des lettres d'excuses pour Kim. Oui, ce qui aurait pu être une peine de mort se transforme juste en une punition que t'as au collège, quoi. Et encore plus loufoque, visiblement ça For North Korea, this is unbelievable. marche, puisqu'il parvient petit à petit à retrouver la confiance de Kim. Il repasse du temps avec lui, mais également avec son fils, le petit Kim Jong-un, qui entre-temps est devenu un ado. Moi là je comprends plus, je vous le dis. Mais là plus le temps passe et plus Kenji se rend compte d'un truc bizarre. Enfin j'ai envie de dire, il y a plein de gens qui croisaient dans le passé qui sont plus là. Ni aux soirées, ni dans les couloirs. C'est comme s'ils avaient disparu. Et c'est là qu'il se rappelle de ce que les autorités japonaises lui avaient dit. Et il percute enfin. Tous ces gars sont soit en prison, soit morts. Et si eux ça leur est arrivé, mais moi aussi ça peut m'arriver. Et là j'aimerais qu'on se lève et qu'on applaudisse Kenji, qui après 10 ans à croquer sur le régime nord-coréen se rend compte de ce qu'est une dictature et de ce qu'est un dictateur. Merci Kenji. On est alors en 2001 et ça y est, il active enfin le mode panique. Il met donc au point un plan de génie. Dans sa valise, il y a quelques cassettes qu'il a ramenées du Japon, comme d'hab, des fameuses émissions culinaires que Kim adore tant, dont un épisode que Kim a jamais vu. Il en parle à Kim qui saute direct sur l'occasion et ça part en watch party comme au bon vieux temps. Dans l'émission, il parle d'oursin, un truc que Kim n'a normalement jamais goûté. Devant l'émission, Kenji va faire sa meilleure comédia dell'arte et tout donner. Il dit à Kim que l'oursin c'est un mets absolument délicieux. I mean, to tell you the truth, a lot of people do feel that way. That the meat that you find dans un oursin, c'est délicieux. I don't know, I'm not saying you have to agree with it, but no, c'est vrai. Rien n'égale l'oursin, et les meilleurs oursins d'ailleurs se trouvent au nord du Japon. Et seul un chef cuistot expérimenté pourra aller là-bas et récupérer l'oursin parfait. Bon Kenji, t'en fais un peu trop. Et ça marche! Kim le gourmet se bave dessus tellement il lui fait envie. Il veut un oursin maintenant tout de suite et le dégommer. Il demande à Kenji de filer directement au Japon, ils lui ont ramené, il en peut plus, il veut goûter. Finalement c'est la bouffe qui les a rassemblés. C'est incroyable. Et c'est grâce à la bouffe qu'il va s'en sortir le petit It's like a big child, Kim. He was just a big child who wants everything. filou de Kenji. Alors il reste juste un dernier boss à affronter sur la route, c'est Kim Jong-un. Enfin la version adolescente, ça va. Kim Jong-un il s'étonne de le voir partir et il flaire qu'il y a une douille. Donc il prend des précautions et il demande à Kenji de lui promettre qu'il va revenir. Voilà, c'est tout. Ah, je vous ai dit, c'est la version adolescente de Kim Jong-un, c'est pas... Et messieurs dames, c'est officiel, Kenji disparaît des radars. Kim finit évidemment par s'en rendre compte et malheureusement c'est la famille que Kenji laisse derrière lui là-bas qui va prendre. Sa femme et ses enfants vont passer 2 ans dans une mine de charbon en guise de punition pour la fuite de Kenji, le père de famille. C'est la famille... That's fucked up. de Kenji qui va payer le prix de sa lâcheté. Alors l'histoire s'arrête pas là puisque son retour au Japon va être particulièrement compliqué. Et ouais, il sait que les Nord-Coréens ils peuvent le traquer même au Japon, donc il vit le plus discrètement possible, presque même en clandestinité. C'est impossible pour lui d'avoir une vie normale et travailler comme avant. Il lui reste donc une chose, capitaliser sur son histoire. Il écrit donc ses mémoires dans lesquels il raconte globalement tout ce qu'on vient de se dire. Et ce livre, les gars, du jour au lendemain va devenir au Japon un best-seller absolu. Son histoire elle est improbable, elle est dingue, et surtout c'est peut-être bien la seule personne au monde qui est aussi bien renseigné sur la dynastie des Kim et sur le régime nord-coréen. Et le plus fou, c'est que même les services secrets étudient de très près son livre pour apprendre des infos précieuses sur la Corée du Nord et sur le régime, par exemple notamment sur les essais nucléaires nord-coréens ou pour mieux comprendre la dynastie Kim. Et d'ailleurs, c'est Kenji qui sera le tout premier à publier dans le monde une photo de Kim Jong-un enfant. Alors là, vous vous dites, mais il est complètement con, créer un tel engouement autour de lui en plus de révéler des secrets du régime nord-coréen, ça revient à faire un autographe dans le Death Note, c'est pas possible. Et donc, chaque sortie publique qu'il fait, il a un gilet pare-balles sous sa chemise, en plus d'un combo bandana lunettes pour conserver son anonymat le plus possible. Et je dis bien anonymat parce que oui, Kenji Fujimoto depuis le début, c'est un pseudo, c'est pas son vrai nom et prénom. Personne connaît sa réelle identité et s'il se planque autant, c'est aussi pour éviter d'éventuels extrémistes japonais qui l'auraient dans le viseur pour avoir fricoté avec la Corée du Nord. Alors c'est quoi la suite, c'est quoi la fin de l'histoire? En What a story. 2011, comme tout le monde, il découvre à la télé que Kim Jong-il est mort et que pour le remplacer, c'est Kim Jong-un qui prend le pouvoir. Quelques mois plus tard, Kenji en rentrant chez lui, il aperçoit quelqu'un, un Nord-Coréen, qui vient lui parler et qui lui dit que sa famille aimerait le revoir, ainsi qu'un ami. Kenji évidemment il flippe, il refuse de lui parler, il fait semblant de pas comprendre, il rentre chez lui, mais le lendemain il reçoit une autre lettre enroulée dans un tissu rouge. Cette lettre c'est un mot signé de Kim Jong-un en personne qui dit juste « Tu m'avais promis que tu reviendrais ». Bon, Kim bien tenté, c'est poétique, il y a beaucoup d'émotions, mais là c'est cramé ton piège frérot. Évidemment Kenji va jamais refoutre un pied en Corée du Nord alors qu'il révèle tous leurs secrets depuis plus de 10 ans. Ce couillon il retourne. Oui. No fucking way. That's crazy. Alors là, you know what? If something bad happens to him, I can't even feel bad for him.
Il est ému et surtout souvenez-vous, Kenji est un homme qui va au bout de ses promesses. Retour donc à Pyongyang pour la 1000e fois, j'ai arrêté de compter. Arrivé sur place, contre toute attente, Kim Jong-un le reçoit cordialement. Y a pas de traquenard. Kenji, lui, s'effondre en larmes et s'excuse de les avoir trahis, et puis ils se font un câlin devant les caméras. Alors c'est évidemment un gros coup de com' pour faire passer Kim pour quelqu'un de sympa, mais quand même, la nuit tombe et pour pas changer des bonnes vieilles habitudes, nos deux amis se mettent une énorme caisse, et le lendemain, un rendez-vous très important l'attend, retrouver sa famille qu'il a pas vue depuis 10 ans. Mais écoutez, au final, la rencontre se passe bien et il se sent bien en Corée du Nord avec sa famille. Il se sent vraiment chez lui là-bas, à tel point qu'il a même envie d'y ouvrir un restaurant. Alors il doit malgré tout rentrer au Japon pour prendre le temps de bien y réfléchir et pour sortir un nouveau bouquin en attendant, histoire de capitaliser sur sa rencontre avec Kim Jong-un. Alors cette fois dans le bouquin, il révèle pas des scoops de fou, au contraire, c'est plutôt une propaganda Kim est gentil. Mais en 2016, ça y est, c'est le dernier voyage de Kenji direction la Corée du Nord. Il retourne définitivement vivre là-bas. Et en 2017, il y a des journalistes qui réussissent à obtenir la preuve que Kenji a bel et bien ouvert un restaurant là-bas, à Pyongyang, avec un côté sushi et un côté ramen. Alors l'histoire pourrait se terminer sur ça, mais c'est un poil plus complexe. En 2019, Kim il fait une énorme purge parce qu'il voit des espions partout. Et évidemment, il décide de faire arrêter Kenji qu'il soupçonne de collaborer avec les Japonais. Tout le monde s'inquiète et pense qu'il est foutu, mais finalement, un mois plus tard, on a des traces de photos de lui ici avec l'ambassadeur du Royaume-Uni et ici avec une guide touristique anglaise. Donc on sait pas vraiment ce qui s'est passé en dehors de ces deux photos. Est-ce qu'il est vraiment libre de ses mouvements? Est-ce qu'il est en mode coup de pression sous tutelle? On n'en sait rien. Et depuis la crise du Covid et la fermeture des frontières là-bas, on a malheureusement plus jamais eu aucune nouvelle de Kenji. Et donc, he's in hiding or he's dead. à ce jour, personne ne sait s'il est encore en Corée du Nord et même s'il est encore en vie en fait. On pourra jamais être vraiment sûr d'à quel point toute son histoire est véridique, mais honnêtement, vu toutes les photos qu'il a réussi à sortir du pays et les récits qu'il en a fait, ça colle. On sait pas non plus si c'était vraiment un zinzin fan de la Corée du Nord ou si c'était un espion pour le gouvernement japonais ou un autre pays. Mais une chose est sûre, c'est que c'est dommage qu'il ait jamais osé critiquer le régime qui l'a accueilli. Il sait très bien qu'il a profité d'un pays qui souffrait énormément, sans jamais rien faire pour son peuple. Mais quand même, son témoignage, même s'il est zinzin, il est extrêmement précieux, puisque c'est l'un des rares témoignages qui témoignent de ce qui se passe dans la hiérarchie en Corée du Nord. Et les journalistes, historiens et services de renseignement se sont tous servis des écrits de Kenji pour mieux comprendre ce pays qu'est la Corée du Nord et le régime affreux dans lequel il est plongé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quelle histoire incroyable. It really is. This guy doesn't... I don't think he understood how lucky he is. Anyone else, and I mean anyone, is a dead man. It's a dead man. It's almost like what was his name? Oh, come on. Chicago Bulls. Dennis Rodman. Dennis Rodman would fly to North Korea and hang out with Kim Jong. He'd hang out with him. He would hang out with him. They would eat together, talk about basketball. Again, it's crazy because that is so... It's true. They despise us. They despise us. Dennis Rodman, as far as I know, is an American. But Dennis would say to Kim, like, United States, they're fucking idiots. You know, they're so stupid. They don't understand you, Kim. They don't understand you. That's the problem. You're a great guy. Like, he knew how to butter him up. And it would always come with gifts. And according to Dennis, in some of his interviews, he would say, Kim is the nicest man in the world. Treated him like royalty. Was so kind and generous to Dennis. He never felt like he was a stranger in their country. Like that's, and we're all like, what? Are you talking about Kim? Like it can't be true. I don't know this guy. So I guess it's possible. But what a story. 10 years. Could you imagine having so much money? Endless money. I think we call that endless money. To just say, me, for example, tu sais quoi? Je veux un pain au chocolat de Paris. Chef, here's some money. Here's your ticket. Go, take a plane, first class, of course, to Paris. Get me pain au chocolat, s'il vous plaît. You know what? Get me a croissant. Croissant aussi. Okay, then come back in the plane, first class again, and bring me back my food, please. Do you know how much money you have? That's like endless money.
anything I want. Anything. Go get it. And we're not talking to the supermarket. We're talking about to the country. That is unbelievable. I can understand how in the first 3-4 years, this guy was like, holy shit, I hit a gold mine. This is a gold mine. My whole life is going to change. This is a dream come true. I'm treated like royalty. And I got tons of money and I got a beautiful place to live. And the man made it somehow. He made it. That's incredible. On en a appris des choses. On se retrouve très vite sur YouTube ou Twitch. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et à très vite. Ciao! Wow. That's a crazy story. I never would know anyone could get to North Korea and come back and then want to go back to North Korea. Like, you should be happy as hell. Like, oh, I was able to get the hell out of there. But if you don't understand, if you don't know, there's one guy, he went over there and they just called him a spy from here. I think he was a journalist. Yeah, Kim just put him in jail. Every single day he was in like solitary confinement for like a year and a half. And then he returned him. And he returned him to us, I think, extremely sick, malnourished. He was beaten. It was a disaster. And the guy died. He literally died a little while later. Well, anyway. Oh, that's a good one. Les portes, the doors, les portes. Who's behind the port? That was a good game, too. Yeah, we got to do one of those again soon, too. Anyway, the Japanese chef who has no clue how lucky he is to be alive, but who had the ultimate job. I mean, you're cooking for a dictator. Number one man in charge. You're his chef. It's pretty good to say, yeah, I think you've made it. I think you made it. You've done good. I think you're successful. The guy had no idea. Anyway, great story, as always. Beautifully told by Mr. Squeezy. And voila, we move on to the next one. Take care. Peace out. À la prochaine.